Bonjour, chers frères congolais. Je voulais parler un peu de la guerre que nous, peuple congolais, nous avons subie. Il est important de faire comprendre à notre peuple que cette guerre que nous subissons aujourd'hui, dans sa manifestation, dans la plus cruelle, la plus visible, n'a pas commencé aujourd'hui. Avant l'indépendance, nous avions connu, à l'époque de Léopold II, des massacres constants de notre peuple. À l'époque, quand nous réclamions l'indépendance, eh bien, alors que nous subissions des massacres, sans engager une véritable bataille contre les colonisateurs, notre demande d'indépendance était une déclaration de guerre. Et dans notre distraction ou naïveté, on a cru que l'indépendance était vraiment acquise. Mais hélas, ça n'en était pas question. Parce que selon les dires d'un certain général et politicien belge, eh bien, avant l'indépendance, pour lui, c'était égal après l'indépendance. Nous avions engagé cette guerre pour l'indépendance politique et économique. Et sur le plan économique, cette guerre consistait à récupérer le patrimoine national, c'est-à-dire le contrôle de notre terre avec toutes les ressources qu'elle contenait, ainsi que les grandes compagnies qui l'exploitaient. Parce que même après l'indépendance, les compagnies belges ou européennes, américaines qui étaient au Congo continuaient à s'approprier la majorité des revenus et bénéfices de nos mines. Ils les emportaient tout et nous laissaient à peine 5%, mais pas plus de 10%. Cela avait été vraiment un sujet de mécontentement pour nos politiciens qui ne s'étaient pas laissés faire et s'étaient embarqués à corriger cet état de choses. Ainsi, nous avions successivement, après la zarinalisation, il y a eu récupération ou nationalisation de la plupart des compagnies, parmi lesquelles la SNCC, la GECAMINE, l'ONATRA et autres, j'en passe. Cette situation était une continuation de déclaration de guerre après celle de l'indépendance contre l'Occident, qui faisait semblant de laisser faire en nous faisant croire qu'il respectait notre droit à la souveraineté. Eh bien, ce n'était pas le cas. Donc, cette guerre qui s'était réalisée sous le régime Mobutu, parce que Mobutu, bien qu'ayant été mis au pouvoir par la communauté européenne, les Belges, eh bien, à un moment donné de son pouvoir, Mobutu commençait à agir comme un homme totalement indépendant et à se libérer de l'emprise
européenne, occidentale et belge. C'est ainsi que, après la zarianisation, il y a eu cette nationalisation, et puis il y a eu aussi entre-temps une normalisation dans la question de rémunération avec les salaires des expatriés et des Congolais, parce qu'à l'époque, tout Belge qui travaillait au Congo bénéficiait d'un salaire même 10 fois qu'un cadre congolais, même qu'il soit cadre, c'est-à-dire universitaire ou pas, il était ipso facto chef par rapport aux Congolais. Eh bien, cela avait changé l'état des choses chez nous pour ramener un certain équilibre dans cette discrimination et cette différence qui est inexplicable parce qu'il y avait des cadres congolais qui étaient vraiment compétents. Cela a été prouvé après le départ de la majorité des expatriés parce que les Congolais avaient démontré qu'ils étaient capables de faire marcher la machine de production. Voilà pourquoi, à plusieurs reprises, et surtout parce que nous avions envisagé un programme vraiment ambitieux, Objectif 80, où après la nationalisation de nos compagnies, on voulait passer à l'étape suivante et supérieure, c'était la production et la transformation de nos matières sur place, entre autres la purification du cuivre et d'autres matières qui avant se faisaient exclusivement en Europe. Et bien à cause de ça, nous avions subi la guerre de 80 jours et la guerre de 60 jours qui avait impliqué l'Angola. Voilà que les ennemis du Congo, les anciens colonisateurs et l'Occident en général ne s'étaient pas arrêtés là. Donc, à l'époque de la conférence nationale où le Congo se préparait à faire un grand pas pour des réformes politiques, en parallèle aux réformes économiques, eh bien, ce moment-là a été choisi pour détruire tous les acquis de notre indépendance. Hélas, cette fois-ci, c'était le Rwanda et l'Ouganda qui étaient choisis pour nous faire la guerre et renverser l'état des choses, c'est-à-dire dans le contrôle des mines et même sur le plan politique. Et voilà que nous subissons cette guerre depuis bientôt plus de 20 ans. On ira sûrement vers les 30 ans maintenant. Et c'est vraiment ridicule de constater que, alors que nous avions reçu à l'époque, à la tête de l'armée rwandaise, qui était agresseur contre le Congo, nous avions James Kabarebe et beaucoup d'officiers rwandais. Tout cela est bien connu et nous nous rappelons très bien que cette attaque et invasion du Rwanda du Congo par le Rwanda était endossée par les États-Unis qui avaient envoyé à plusieurs reprises des émissaires pour négocier avec Mobutu et finalement demander à Mobutu de partir. Donc les Américains et l'Occident n'ont pas besoin de preuves pour savoir qui nous attaquait. Parce qu'ils avaient même soutenu dans l'action militaire le Rwanda et l'Ouganda. Donc au lieu de condamner directement ces pays agresseurs, parce que les Américains les avaient endossés, ils se trouvent en position difficile pour les condamner et les dénoncer. Alors nous tergiversons avec des rapports qui n'ont vraiment pas lieu d'être parce que
les États-Unis, les Nations Unies, toutes ces institutions sont témoins de l'entrée du Rwanda et de l'Ouganda au Congo. Et ça s'est suivi beaucoup de négociations et implications d'ailleurs de Museveni et de Kagame depuis leur invasion du Congo. Alors, à l'époque, le président Kabila s'étant rendu compte de cette réalité dangereuse, hélas, il s'en était pris aux Rwandais et aux Ougandais. Voilà l'origine de notre situation de guerre qui nous a été imposée depuis maintenant 30 ans.